Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur le podcast Le Trèfle. C'est Johan, très content d'être avec vous dans ce nouvel épisode. Un épisode où nous allons traiter de l'actualité récente des Celtics. Alors bon, ça n'aura échappé à personne, j'imagine que vous le savez. Les Celtics ont récupéré Jrue Holiday, l'ancien meneur des Bucks. On va revenir en détail sur ce transfert, on va en discuter, voir ce que ça entraîne pour notre équipe. On vous propose donc un épisode spécial pour vous en parler. Alors l'épisode arrive peut-être un tout petit peu tard. On va dire qu'on n'a pas été, on n'a pas été très réactif, on n'a pas sauté sur l'occasion de faire un épisode. Mais pour être tout à fait transparent avec vous, il y avait déjà un enregistrement de prévu. Donc je ne vous spoilerai pas son contenu, mais je peux d'ores et déjà vous dire que vous allez avoir un nouvel épisode très bientôt après celui-là. Voilà, donc nous, avec mes compagnons du jour, on a patiemment attendu que la voie soit libre et on vous propose donc cet épisode spécial arrivée de Jrue Holiday aujourd'hui. Mes compagnons du soir, je vous les présente sans plus attendre. Il y a Hugo qui est avec nous. Salut Hugo. Salut Johan, salut à tous. Et puis il y a Vincent. Salut Vincent. Johan, salut Hugo, salut à tous. Voilà, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous propose de remonter un petit peu le temps pour un petit rappel des faits. Mercredi, donc il y a un petit peu plus d'une semaine, on apprend que le feuilleton de l'été touche à sa fin. Damian Lillard, qui a demandé son trade, est envoyé aux Bucks. Bon, on s'attarde pas trop là-dessus, on avance directement à la partie qui nous intéresse. Les Bucks envoient entre autres Jrue Holiday aux Trailblazers pour récupérer Lillard et quasi instantanément, l'information est dévoilée. Jrue ne restera pas à Portland. L'équipe qui est donc maintenant l'ancienne équipe de Lillard est en reconstruction. Jrue ne fit pas dans la timeline. Portland a un corps de jeunes guards en qui ils ont confiance et qu'ils veulent développer. Donc on aurait pu imaginer peut-être un rôle de mentor ou de vétéran pour encadrer ces jeunes, mais c'est rendu public tout de suite, ce ne sera pas le cas, Jrue va repartir. À ce moment-là, on entend parler des Raptors, qui étaient parmi les équipes les plus agressives sur le dossier Lillard et qui sont forcément déçus de ne pas avoir réussi à le choper. On entend parler du Heat pour les mêmes raisons, des Sixers qui sont toujours dans la galère avec Harden, des Clippers aussi qui voudraient récupérer, enfin qui voudraient, on ne sait pas trop, mais dont on a entendu parler pour Harden et pour qui ça n'a pas fonctionné, en tout cas pas encore. Et puis, on entend parler des Celtics. Alors, bon, notre première réaction chez nous au trèfle, puisque vous vous doutez bien qu'on en a parlé pendant quelques jours, c'est que ça ressemblait un peu à de la rumeur de journaliste. On ne voyait pas trop comment on pouvait mettre un truc comme ça en place. Et puis, plus les jours passent, plus on en entend parler et on finit par y croire. Donc, on voit passer des packages à base de Malcolm Brogdon tout le temps, auxquels on associe soit Al Horford, soit Rob Williams. Il y a, je crois que c'est The Athletic qui sort le package de rêve qui nous permettrait de garder les deux, mais qui enverrait Hauser, Pritchard, Cornet et même Blake Griffin après avoir effectué un sign and trade. Bon, ça aura eu le mérite de nous divertir pendant quelques jours. Et puis, dimanche soir, l'info tombe. Et donc, Jrue Holiday arrive aux Celtics contre Malcolm Brogdon et Rob Williams, ainsi que contre 2 first picks. Celui des Warriors 2024 que les Celtics avaient récupéré via les Grizzlies dans le trade de Marcus Smart. Donc bon,
faut quand même préciser qu'on a toujours notre pic 2024, hein, ça a son importance, et le pic 2029. Donc par contre, celui-là, pour cette année-là, on n'a que celui-là. Donc bon, ça paraît un peu loin, mais on y arrivera bien un jour, et à ce moment-là, on n'aura plus de first. Et c'est un pic non protégé. Les gars, on va y revenir en long, en large, en travers, mais avant de rentrer dans le détail, vous, à ce moment-là, vous êtes comment? Parce que le scénario Brogdon plus Rob, on a eu le temps de se faire à l'idée, on l'a vu passer, on s'est posé les questions, on rajoute 2 pics, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est trop? Quand vous apprenez ça, vous, tout de suite, vous êtes comment? Hugo, toi, comment tu vis ça? Alors déjà, j'ai vécu ça. Enfin, le trade s'est passé pendant que je faisais une sieste. Donc, j'étais pas, je l'ai pas vu tout de suite. En tout cas, le trade, je l'ai vu 1 ou 2 heures après. Et sur le coup, bah, évidemment, ça m'a fait un peu bizarre, j'ai envie de dire, notamment de me dire que je ne reverrai plus Rob Williams sur le maillot des Celtics. Mais bon, autant Malcolm Brogdon, je m'en suis jamais caché avec Elias notamment. Je pense qu'on a été 2 des plus gros détracteurs de Malcolm Brogdon l'an passé. Mais au global, allez, sur la première réaction, je me suis dit, ouais, c'est quand même beaucoup pour le simple Jrue Holiday, pour des raisons que j'évoquerai un peu plus tard. Mais avec le recul, je me dis, bon, finalement, le pick des Warriors, bon, ça aurait pu être utile, notamment pour avoir un role player contre la luxury tax, notamment quand je vois, enfin, même maintenant avec la seconde épreuve, quand je vois par exemple ce qu'on fait Dallas cet été en draftant 2 rookies prometteurs, je me dis que on aurait peut-être pu faire ça en draftant nous aussi de 2 rookies prometteurs l'an prochain. Mais bon, il nous en reste toujours un. Si on ne le transfère pas, ça reste une situation qui est largement correcte pour nous. Et je roule l'idée, ça reste un joueur qui peut nous faire passer un step. Peut-être pas un aussi gros step que ce que les médias et ce que certains pourraient nous faire croire, mais ça reste un joueur de premier ordre en NBA, ça reste un très bon joueur NBA. Et oui, c'est toujours un plus par rapport notamment à ce qu'on avait avant. À Marcus Smart, par exemple, je pense que c'est bien meilleur. Encore une fois, je suis pas le plus grand fan de Marcus Smart pour affirmer ça, mais voilà, donc je pense que c'est meilleur. On en ressort quand même meilleur, même si on en reparlera, on reviendra là-dessus, mais au global, avec quelques heures de réflexion, donc au sortir de ma sieste, le temps de vraiment émerger, de réfléchir, je trouve que c'est un trade qui est quand même assez correct. On n'a pas non plus surpayé dans les grandes lignes pour moi. Ouais, effectivement, on va être amené à en reparler. Ouais, c'est marrant. Moi, j'étais au téléphone avec un pote qui se trouve aussi être un fan des Celtics, et je me doutais on avait vu passer que apparemment Portland le transférerait certainement dimanche parce que objectif l'avoir avant le Media Day pour sa nouvelle équipe, etc. Et donc voilà, je raccroche, je vois ça, je rappelle le pote tout de suite, hein, genre putain, tu sais pas. Ok. Et toi, du coup, Vincent, comment t'as vécu ça? Eh ben moi, je vais raconter ma vie aussi, les gars. Parce que moi, je devais aller courir. Donc, du coup, ça a tout décalé. Bon, bref. Je suis parti plus tard. Moi, la première réaction, j'ai trouvé ça cher. Oui, direct, c'est waouh, cher. 2 jours avant, j'ai un top 10 NBA qui, par contre, joue Holiday, un genre de rotation, un pick et 2 swaps. Et nous, on envoie 2 très bons joueurs capables de jouer en playoff et 2 picks contre Jrue Holiday. Donc, tout de suite, mon premier réflexe, waouh, cher. Direct. Deuxième réaction, un peu comme Hugo, moi c'est pas bizarre, ça m'ennuyait profondément de plus voir Rob parce que ça fait partie des joueurs pour qui on peut aimer se lever la nuit parce que c'est un joueur électrique, parce que c'est un joueur que moi j'apprécie le style, c'est Rim Runner, j'adore ça, le mec il a des fusées dans les mollets, bref j'adore ça, donc ça m'ennuie, même si j'avais intégré que de toute manière si elle est Jrue Holiday, on était obligé d'envoyer du contrat en contrepartie, donc ça, c'était intégré. Mais du coup, voilà, cher. Moi, le côté bizarre, c'est que pour moi, Jrue Holiday, c'est un adversaire que j'apprécie, mais c'est un adversaire qu'on a eu en play-off avec Milwaukee pendant ces 7 matchs qu'on a eu l'année où on fait les finales. Et je sais pas, moi, dans mon imaginaire, j'ai des adversaires que j'adore. J'adore quand je joue Jimmy Butler tous les ans, Bam Adebayo. Et pour moi, Jrue Holiday, c'était un vaillant adversaire. J'adorais les confrontations avec Smart.
Et du coup, ça fait un peu bizarre de se dire, waouh, il arrive chez nous. Donc ça fait un truc plus mental qu'autre chose. Et puis voilà, après je dézoome un tout petit peu. Hugo, il en parlait par rapport à finalement ce trade en question. Il y a dû avoir des enchères, t'en as parlé, Johan. Euh, Tous les contenders, ils étaient un peu sur le coup. Et globalement, apparemment, Holiday, il avait aussi sa liste un peu de préférence. Donc, clairement, il a fallu envoyer, je pense, ce deuxième pic. Moi, c'est le deuxième pic qui me pique, entre guillemets. Envoyer les salaires OK. Un pic pas protégé. Voilà, je trouvais que c'était bien, très bien. Le deuxième, il me chafouine un peu. Mais voilà un petit peu ce que j'en ai pensé. Finalement, je suis un peu comme Hugo, je trouve que c'est correct. Et après, je me suis plongé plus profondément dans le joueur et c'est quand même un joueur de grande valeur. Ouais, on va avoir l'occasion d'en reparler. Et puis c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, on en reparlera plus tard, mais le fait de faire venir Giroud, c'est aussi priver certains adversaires directs, et peut-être certains contenders et qu'on pourra rencontrer dans des moments importants, de le ramener chez eux. Donc effectivement, comme tu dis, peut-être que ce pic, c'est ce qui a permis d'avoir ce double avantage. Alors avant de se concentrer vraiment sur Jrue Holiday, on va quand même revenir un petit peu sur ce qu'on a perdu. Malcolm Brogdon, bon, 6e homme de l'année dernière. Grosse saison pour son arrivée chez nous. Il avait parfaitement accepté son rôle, coéquipier exemplaire, etc. Mais je vais rejoindre Hugo sur ce qu'il disait par rapport à son avis et celui d'Elias. C'est vrai que on l'avait dit à la fin de la saison assez rapidement. Il a montré ses limites en playoff parce que bon, 6e homme de l'année, c'est très bien et on le remercie, mais briller face au second unit adverse sur une saison régulière, c'est très bien, mais on a vu que c'était pas du tout la même histoire sur une série de playoffs où les rotations sont plus serrées et où du coup tu joues moins contre des joueurs de faible niveau, sachant que bien évidemment je mets d'énormes guillemets autour de faible. Il y a eu ce souci au coude qui l'a gêné apparemment pendant les playoffs. Ce qui du coup ravive un petit peu les craintes de blessure, hein, puisque c'était l'une des réserves avant même que la saison dernière démarre. On pouvait avoir les réserves qu'on a pu émettre sur l'arrivée de Malcolm Brogdon, c'est que certes le fit était parfait sur le papier, mais c'était un joueur dont on pouvait craindre qu'il se blesse. Cette blessure au coude qui avait d'ailleurs, on peut le rappeler, été la cause du retrait des Clippers dans le trade qui était prévu à la base. Les plus gros fans de Marcus Smart s'en souviennent encore. Hein. À la base, c'est Brogdon qui devait être envoyé aux Clippers pour qu'on puisse faire venir Porzingis. Et puis, pour terminer le petit tour sur Brogdon, bon, ça, évidemment, ça reste c'est ce que disent les journalistes, c'est ce qui est rapporté, on ne sait pas d'où ça vient. Il se murmure quand même très fort qu'il était frustré d'avoir été proposé dans ce trade, que l'ambiance aux Celtics n'était plus forcément au beau fixe. J'ai même vu passer qu'il aurait été vexé de ne pas avoir été choisi comme futur titulaire une fois Smart parti. Bon, ça, on a plus de mal à y croire, hein, vu que l'année dernière, c'était déjà son rôle et que même quand Smart était absent, il n'a jamais été préféré à White. Donc ça, j'y crois moins. Et puis bon, Rob Williams. Alors comme tu disais Vincent, c'est vrai que là, ça touche un petit peu plus le cœur. Hein. Rob Williams, drafté par les Celtics, qui a passé 5 saisons avec nous, ce potentiel assez dingue de protection de cercle, de all defensive team, rim runner comme tu dis, cette menace verticale. Et puis un côté chouchou, hein, comme tu le disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans. On va dire que son départ fait plus mal que celui de Brogdon, sans aucune méchanceté envers Malcolm. Rob Williams, on s'en souvient surtout pour l'association de dingue il y a 2 ans avec Horford, une des meilleures raquettes défensives de la NBA. On misait énormément sur son potentiel à ce niveau-là. Mais voilà, le mais qui a sûrement été le mais pour Brad Stevens aussi au moment de prendre cette décision, c'est que Rob Williams, malheureusement, c'était aussi un physique fragile, beaucoup de blessures et un niveau qui a jamais vraiment été retrouvé depuis cette période-là, depuis la blessure qui est venue après cette période-là.
Les gars, si on rentre un peu plus dans le détail donc de ce qu'ils apportaient dans le jeu, qu'est-ce qu'on perd en plus de tout ça avec les départs de Brogdon et Rob? Hugo, je vais te donner la parole vu que toi tu l'as dit et on le sait, tu militais pour un trade de Brogdon. Après, c'est vrai que la situation était différente parce qu'à ce moment-là, on avait Brogdon, White et Smart, et donc du coup on se disait que 3 c'était peut-être trop, qu'il fallait en dégager un, c'était Brogdon qui partait. Là Smart est parti, mais du coup voilà, maintenant Brogdon s'en va. Si on ajoute à ça la perte de Rob, comment tu sens tout ça, toi? Alors, déjà, je tiens à préciser que pour moi, le départ d'Europe fait surtout mal d'un point de vue affectif. Parce que si on prend le sportif, alors oui, il apporte énormément en défense, etc. Le problème, c'est que Rob, en fait, et c'est un vrai problème en NBA, parce que, enfin, comment dire, il y a un prisme qu'il faut pas négliger, c'est que la première qualité d'un joueur, et en fait, ça, c'est ce que notamment Bill Belichick, par exemple, dit en NFL, mais pour lui, la première qualité d'un joueur, c'est sa disponibilité. Et Rob Williams, force est de constater, malgré tout l'amour qu'on peut lui porter, il est souvent disponible, mais souvent à 50, voire peut-être 40%, et on voit qu'il n'est pas, il est plus physiquement au niveau de sa saison titulaire il y a 2 ans, avant sa blessure au ménisque. Il est plus à ce niveau-là. Clairement, ça se voit assez facilement sur le terrain. Il n'a plus le même jump, etc. Alors certes, il faut du temps pour se remettre et reprendre le rythme, mais malgré tout, on a en droit de se poser la question de savoir s'il reviendra un jour à ce niveau, au niveau qu'il avait à ce moment-là. Et Malcolm Brogdon, pareil finalement, comme tu l'as dit, comme tu l'as très bien dit, il est souvent blessé. Ça reste un bon joueur NBA, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un bon joueur NBA, mais finalement Derrick White est meilleur que lui, Jrue Holiday est meilleur que lui. Et pour moi, honnêtement, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui d'avoir 3 meneurs, enfin 3 gardes de haut niveau quand on voit l'année dernière, par exemple, qu'un joueur comme Brogdon jouait en moyenne, alors j'ai pas ses stats sous les yeux, mais en moyenne, ça doit être 25 minutes par match. Je pense que pour un joueur que tu paies 22 millions, ça doit être quelqu'un qui joue 30 minutes et qui est régulier à un haut niveau de performance et sans problématique de blessure. Quand tu paies ce prix-là, pour moi, tu dois avoir un joueur beaucoup plus régulier que Malcolm Brogdon et encore plus, si je puis dire, un joueur sur qui tu peux beaucoup plus compter en playoff que Malcolm Brogdon. Parce que, ok, il est 6e homme de la saison régulière, il fait une super saison régulière. Mais derrière, en playoff, il est vraiment pas bon. Et on l'a souligné maintes et maintes fois avec Elias notamment. Ses playoffs l'année dernière, c'est vraiment pas bon. Donc, à un moment, à ce tarif-là, alors il peut faire la tête, etc. Il n'y a aucun souci, c'est légitime. Mais à un moment, s'il avait été bon, il n'aurait jamais été échangé. En fait. Ouais, effectivement. Qu'est-ce que toi, Vincent, tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Comment est-ce que tu vis cette double perte, toi, avant de comparer à ce qui va la compenser, mais vraiment le fait de plus avoir ces deux joueurs-là, qu'est-ce que ça va impliquer? Ouais, je vais reprendre un peu les qualités d'un Brogdon. Quand même, l'année dernière, il fait une saison au shooting énorme. Je pense que c'est notre meilleur shooter l'année dernière. En pull-up, en catch and shoot, il a tout rentré. Il était au-delà des 42-3%, donc c'était vraiment excellent. Moi, c'est quand même un joueur que j'appréciais par sa capacité à agresser le cercle. Alors, il l'a fait de moins en moins au cours de l'année, mais notamment en début de saison. C'est un gros driver qui est pas forcément très très efficace. C'est quand même un gros driver qui est capable de créer des décalages par ça. Et j'ai peur que ça puisse nous manquer un petit peu ça. Voilà. Et ouais, bon, revenir sur Rob, mais pareil, lui, grosse pression sur le cercle que nous apportait un Rob en santé. Alors c'est pareil, là, il y a le Rob pas là, le Rob qui revient et le Rob pleine santé qu'on a vu sur la deuxième partie de saison, l'année des finales, voilà encore. Donc sur cette partie-là, il était vraiment monstrueux, il était énorme au rebond offensif. Ça, c'est un truc qu'on aura quasiment plus. Je vois pas qui va pouvoir prendre des rebonds offensifs chez nous, ou alors Porzingis proche du panier, mais voilà. Donc, vraiment, Rob Williams, je pense qu'il avait contribué à nous faire passer dans une dimension, voilà, la période qu'on a eue où on était pas loin du titre. C'est une grosse partie de l'identité défensive de cette équipe.
C'est-à-dire lui, à son top, il a pu nous amener très très haut, enfin contribuer à nous amener très très haut, mais clairement, il se fait le ménisque pendant les playoffs, ou juste avant, un peu avant. Il revient pendant les playoffs, il joue il boitait clairement. Voilà, il a joué avec sa santé. On sait pas du tout ce genre d'athlète comment s'il reviendra un jour à ce niveau-là. Même l'année dernière, par exemple, j'avais noté, il a joué que 824 minutes. Hein. 824 minutes, c'est rien. Cornet a joué plus. Wayne Gabriel, qu'on vient de signer pour le training camp, il a joué autant avec les Lakers. C'est genre un mec qui joue 60 matchs, 15 minutes ou même 12 minutes. Donc faut vraiment, pour moi, l'année dernière, il a pas joué en fait. Et en plus, quand il a joué, il n'a pas été excellent. Et en plus, pas sûr que Mazzulla soit le meilleur coach pour mettre ses qualités en avant. Donc voilà, donc perte de 2 vrais bons joueurs. Moi, 2 joueurs que j'apprécie. On va voir après si ça vaut le coup avec Giroud. Ouais, il restera cette interrogation quand même. Alors après, c'est sûr que ce qu'on entend pendant l'été, ça veut tout dire, ça veut rien dire. C'est comme les déclats du Media Day. Hein. C'est sûr qu'on peut pas vraiment y donner beaucoup de crédit. Mais voilà, on a quand même vu passer que apparemment il avait été en bonne santé tout l'été, que c'était son intersaison la plus healthy depuis un moment. Donc bon, on verra. Après, bien sûr, on lui souhaite le meilleur à Portland ou ailleurs, puisqu'on ne sait pas encore. A priori, il va peut-être y rester. Mais oui, effectivement, de ce qu'on en a vu, il était peut-être temps pour nous de prendre ce risque. Maintenant qu'on a parlé de ce qu'on n'aura plus, voyons un petit peu ce qu'on a ramené à la maison. On va faire un gros focus sur Jrue Holiday, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Gros joueur défensif, mais aussi un gros rôle en attaque. Ce qui est marrant, c'est que, enfin marrant, ça dépend comment on le voit. On a souvent entendu des comparaisons avec Smart, presque aussi bon en défense, meilleur en attaque. Alors bien évidemment, les avis divergent en fonction de si on est fan de Boston, de Milwaukee ou autre. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de pub aux copains. Si vous ne l'avez pas encore écouté, Guillaume du Basket Lab a sorti il y a quelques jours un épisode sur l'arrivée de Jrue aux Celtics, épisode dans lequel il reçoit Azad. Donc n'hésitez pas à aller y jeter une oreille. Et je vous dis ça parce que Azad disait en gros, de mémoire, je ne sais pas si j'aurais fait le trade pour Jrue Holiday à la base, mais une fois le trade pour Porzingis passé, et donc une fois que Smart n'est plus dans l'équipe, là oui, je le fais. Alors bon, je voudrais bien votre avis là-dessus. On va évoquer ses points forts, ses défauts, le type de joueur. Comment est-ce que vous pensez, vous, qu'il va s'intégrer dans notre roster, ce qu'il va apporter, etc. Et je vous propose de séparer ça en 2 parties. On va faire une partie centrée sur l'attaque et puis une partie sur la défense. On va commencer par la défense, puisque on va dire que c'est peut-être la partie où on a le moins de doutes. Pour vous, défensivement, cette arrivée de Jrue Holiday aux Celtics, qu'est-ce qu'elle apporte ? Allez, Vincent, je te lance là-dessus. Donc c'est bien que tu parles du podcast, je l'ai pas encore écouté moi, et je pense voir où Azad va en venir avec rapport à Porzingis. Donc Holiday, effectivement, c'est une notoriété publique, c'est un des meilleurs défenseurs sur les lignes arrières de la NBA. Et dans des podcasts précédents, quand on a fait le transfert pour Porzingis, on avait un peu conclu que certainement que notre identité défensive allait changer et qu'on allait plus défendre le pick and roll en drop. Donc on se met bien d'accord que le drop, on va avoir notre pivot, notre protecteur de cercle Porzingis qui va rester légèrement en retrait, essayer de s'éloigner le moins possible du panier. Dans un schéma défensif comme ça, l'objectif, la mission du défenseur du point d'attaque qui défend le porteur de balle adverse, donc Jrue Holiday en l'occurrence, c'est d'aller traverser, naviguer à travers l'écran pour essayer d'aller gêner le porteur de balle adverse, pour essayer de lui disputer la balle, les gêner dans ses prises de décision, dans un éventuel shoot et tout. Et cette navigation dans les écrans, cette perforation des écrans, c'est ce que fait le mieux Jrue Holiday. C'est pour ça qu'il est connu. C'est un des meilleurs de NBA dans ce rôle-là. Donc effectivement, si nous, on a conclu tous ensemble que certainement on allait beaucoup jouer plus en drop avec l'arrivée de Porzingis, le fait d'avoir Jrue Holiday en premier rideau,
qui va aussi contribuer à protéger Porzingis, qui lui va plus se focaliser sur la protection purement du panier, je trouve ça excellent, tout simplement. Petit truc en plus, on a un autre arrière, Derrick White, qui est également excellent dans la navigation des écrans. Donc clairement, on a une base arrière potentielle qui va jouer ensemble ou pas, excellente sur la défense du porteur de balle adverse. Donc ça, moi, je suis assez enthousiaste sur sa défense, sur ce type de défense. Il l'a prouvé depuis 3 ans à Milwaukee, ça a toujours été une des top défenses. Il n'est pas responsable de tout, mais en tout cas, c'est un élément important à mon avis. Et je trouve que également, sa défense, elle est également, parce que c'est au même titre que Smart, c'est un défenseur très polyvalent. Si par séquence, quand Porzingis n'est pas sur le terrain, ou je ne sais pas, qu'il n'est pas là, qu'on doit jouer avec un 5, Holiday, White, Brown, Tatum, Horford par exemple, et qu'on doit se remettre à tout switcher, il est complètement capable de le faire. C'est un mec qui va être capable de défendre des meneurs au poste 4, aux grands ailiers, je pense, j'allais dire sans problème. Oui, sans problème. Je pense que c'est un mec qui est capable de défendre. Ça, c'est un peu comme Smart au niveau de la polyvalence défensive, c'est assez énorme. Donc du point de vue de la défense, à mon avis, ce qu'on a perdu avec Smart, franchement, on a, à mon avis, regagné à peu près la même qualité avec Holiday. Peut-être même plus, j'en sais rien, je m'aventurerai pas là-dessus, mais j'ai pas peur. Voilà, en tout cas. Ça, c'est sûr, j'ai pas peur pour sa défense. Ok, bon bah très très enthousiaste Vincent sur le plan défensif par rapport à ce qu'amène Giroud. Donc Hugo, est-ce que tu veux nuancer un peu, confirmer, partir par un autre angle? Qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur ce que tu penses de la défense des Celtics version Giroud-Holiday? Défensivement, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a judicieusement dit Vincent. C'est vrai que, comme il le dit, c'est limite pour moi le meilleur, comment dire, le joueur qui passe le mieux, enfin qui défend le mieux les écrans, dans le sens où dans la navigation entre les écrans, c'est peut-être le meilleur de l'histoire. Franchement, il fait des choses que j'avais rarement vues avant. À chaque fois qu'on a joué Milwaukee, j'étais terrifié quand je voyais Giroud naviguer entre les écrans. Donc là-dedans, c'est sûr que ça va être un gros plus. Euh, et oui, surtout ce qui est bien avec Giroud, c'est que même quand il a dû défendre des top players, enfin parfois avec Milwaukee, il a eu des missions où il devait défendre Kevin Durant, etc. Bon, évidemment par séquence, hein, pas sur tout un match, mais même par séquence, il a été capable d'amener un peu de répondant. Donc c'est toujours bien de regarder ça, de voir qu'un joueur par séquence n'est pas effrayé aussi de défendre des joueurs très très forts. Et comme dit justement Vincent, si on devait en tout cas revenir sur une politique de switch all, il serait pas non plus négatif dans le sens où il est capable de le faire. Il a les atouts physiques et surtout mentaux, si je puis dire. Enfin, il a ce côté vraiment mort de faim, ce côté vraiment prouveur à chaque fois finalement de dire oui, je suis meilleur, je suis meilleur que toi, je vais être meilleur que toi en défense, que toi tu ne vas l'être en attaque. Il a ce côté-là et oui, ça va évidemment nous aider. Je pense que pour moi c'est encore un cran au-dessus défensivement que Marcus Smart. Il est moins dans le hustle, mais il est plus vraiment dans la défense, dans le comment dire, dans les duels, enfin, il tient les duels bien mieux que Marcus Smart, je pense. Marcus Smart est plus dans l'anticipation et comme j'ai dit, dans le hustle. Et Giroud, c'est un autre registre en défense, mais pour moi, c'est encore plus valuable. Donc oui, défensivement, c'est une prise de guerre pour Boston, clairement. Ok, merci Hugo. On a peut-être un petit peu plus de doutes sur sa capacité à apporter à notre attaque, que ce soit par son style de jeu ou bien... alors on a vu passer aussi pas mal de choses, enfin moi j'ai pas mal vu, qui disaient que ses pourcentages ont une fâcheuse tendance à chuter en play-off. Alors bon, ça je vous laisserai peut-être en parler si vous avez des chiffres. Malgré ça, il est souvent cité comme un élément essentiel du titre remporté par les Bucks il y a 2 ans.
Qu'est-ce que ça va donner chez nous? On parlait des soucis de playmaking après la perte de Smart. Est-ce que Jrue Holiday va apporter une réponse à ce problème-là? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette attaque des Celtics avec Jrue à l'intérieur? Hugo, je sais que tu as préparé un petit dossier là-dessus. Je vais peut-être donner la parole à Vincent en premier et puis je te laisserai compléter ensuite. Ok, moi je vais vous donner quelques chiffres du coup de Jrue Holiday. Déjà, tout à l'heure, Hugo, il parlait que la présence était une qualité essentielle pour moi. Je suis un dingo de ça en fait. Un mec qui peut être aussi bon qu'il veut, s'il est pas là, il est pas là. Donc il est pas bon. J'ai pris beaucoup de chiffres sur les 3 dernières années, ces années passées à Milwaukee, donc de ces 30 à 33 ans là. 1900 minutes, 2200 minutes, 2183 minutes. C'est un mec qui a été là. Très bon. C'est pas élite parce que c'est pas un mec qui joue 38 minutes par match, mais il est tout le temps là. Donc ça, c'est tout le temps, très souvent là. Ça, c'est très bien. Sur les 3 dernières saisons, globalement, il marque 17, 18, 19 points par match. À une efficacité très correcte, toujours au-dessus de la moyenne. Cette année à 101%, à 101 de true shooting plus, donc toujours au-dessus de la moyenne de la NBA. Donc par rapport à Smart notamment, c'est un vrai upgrade. Lui, il est farouchement inefficace. Il a toujours un usage aux alentours des 22-25%, donc ça correspond à une 3e option d'équipe environ. Ça me paraît avoir du sens. On a les Jays devant. On verra avec la répartition avec Porzingis. Est-ce que les Jays vont baisser un peu leur usage pour que ça se répartisse un petit peu mieux? Depuis 3 ans, il a des pourcentages à 3 points entre 38,4 et 41%, donc ça me paraît excellent. Très très bien. Du coup, également en 2022-2023, sur ces 3 points, le monsieur en catch and shoot, il est à 45% et en pull-up à 36%. Donc pareil, toujours d'excellents chiffres. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en pull-up à 3 points, cette année, mis à part Brogdon, Tatum et Brown étaient mauvais, étaient à 30%, à 29%. Donc vraiment, ça c'est bien. Et je regardais sur ces 3 points, sur les 3 points ouverts, il est à 35,8%. Et sur les grands ouverts, les wide open, il est à 43%. Donc c'est quelqu'un aussi qui pourra jouer loin du ballon. Et sur des drives, des renversements de Tatum, s'il est seul à 3 points, il pourra sanctionner, j'imagine, efficacement. Et ça, pour notre spacing cher à Mazzola, ça me paraît être vraiment très bien par rapport au moment où on avait Smart clairement sur des moments chauds. Et Smart n'était pas forcément toujours respecté, à mon avis, notamment dans les grands jeux de playoff. Après, sur la baisse d'efficacité en playoff, je l'ai constaté, j'étais sur Cleaning the Glass, ça fait peur. C'est sur les 3 dernières campagnes de playoff, clairement, il est horrible au shoot, horrible à l'efficacité au shoot. Je vais pas mentir, j'ai pas vu tous les matchs. Je vois qu'il met pas un panier, donc je sais pas. Espérons que nous on lui demande peu de responsabilités offensives et que du coup il en a un petit peu moins, qu'il prenne des meilleurs tirs et qu'il arrive à maintenir à peu près son efficacité de saison régulière qui elle vraiment est bonne. Est bonne, entre bonne et très bonne même. Voilà. Alors est-ce que après il va se retrouver avec des énormes missions défensives en playoff et que derrière de l'autre côté du terrain c'est compliqué, c'est une possibilité. Voilà un petit peu tout ça. Après moi je fais pas trop d'analyse sur son passing, je considère que j'en sais pas trop. Il a du volume au passing, il fait des passes décisives. Je regardais ses points par tir quand il joue du pick and roll ball handler. Et ça fait 2 ans il a 1 point par tir. Sur cette action de jeu, ça le place 13e sur 37 cette année sur les gros volumes, et l'année d'avant 6e sur 29. Donc clairement c'est pas un créateur de très très haut niveau, c'est pas un génie de la passe, clairement, mais un mec capable, j'imagine capable. Et j'ai vu qu'il perdait 10 ballons, pas de manière catastrophique, mais c'est pas non plus monsieur propre, c'est pas Luka Doncic, c'est pas un génie, mais il a l'air capable. Donc est-ce qu'il est meilleur que Smart ou pas, ça j'en sais rien, mais ça a l'air d'être un mec qui est capable de largement tenir une équipe et ce qui est sûr de ne pas nous faire perdre et à mon avis apporter positivement des 2 côtés du terrain. Ok, merci Vincent. Du coup, Hugo, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? Alors, je suis globalement assez d'accord sur ce qu'a dit Vincent, notamment sur le point du tir, et je vais revenir dans ce que je vais dire. Mais par rapport à justement son jeu sur pick and roll notamment, alors il est capable, ça c'est vrai, le mot capable est bien choisi. Par contre,
qu'il faut dire aussi sur son pick and roll, c'est qu'il perd énormément de ballons. Il est à presque 15% de turnover percentage sur pick and roll comme porteur de balle. Pour vous donner un ordre d'exemple, j'étais assez critique sur Marcus Smart au niveau des pertes de balles. Il est largement en dessous. Il est aux alentours de 10%. Après, évidemment, Marcus Smart, là où il perdait énormément de ballons, c'est surtout sur transition. Et là où Jrue Holiday est bien meilleur quand même sur transition. Il perd beaucoup moins de ballons. Et il est globalement meilleur que Smart sur transition. Donc, encore une fois, ça rejoint aussi le trade que j'avais fait un peu plus tôt dans l'été. J'essaierai de mettre en dessous du podcast, j'essaierai de le retrouver. Mais voilà, qui témoigne aussi pour moi de cette volonté, en tout cas sur le papier, de cette recherche de joueurs qui seraient potentiellement bons dans justement ce secteur qu'est la transition. Ensuite, un point important pour moi avec Holiday, c'est que, comme on le sait, on a recruté Porzingis, qui est un intérieur qui sait faire énormément de choses et qui sait surtout shooter extérieur, qui sait très bien le faire. Horford sait le faire aussi. Donc pour moi, en fait, si on se retrouve dans des line-up, et je suis sûr qu'on aura certaines line-up de la sorte, donc c'est-à-dire avec Holiday, White peut-être, ou un autre arrière quoi, Brown, Tatum et un des deux, donc soit Porzingis, soit Horford, je serais pas étonné qu'on joue du 5 out, donc jouer à 5 extérieurs, enfin 5 joueurs autour du cercle pour vraiment provoquer un maximum de drive. Et c'est là en fait où je me posais la question moi de Jrue Holiday, je regardais ses capacités sur les drives parce que bon, j'avais le souvenir d'un Jrue Holiday bon sur les drives de Milwaukee, mais je me posais quand même la question surtout en termes de volume parce que je sais qu'il est efficace. Je me posais la question du volume. Alors justement, je suis allé chercher les stats depuis ses premiers pas à Milwaukee et en fait en 2020-2021, il prenait 36% de ses tirs à moins de 3 pieds du panier, donc finalement dans la peinture. Et on voit que ces chiffres tendent à baisser d'année en année. Donc, évidemment, les chiffres étaient encore plus élevés à New Orleans. Je suis pas remonté aussi loin, c'était à quasiment 40% quand il était à New Orleans. Et au final, donc c'est 30% sur sa deuxième année à Milwaukee. Et j'ai envie de dire seulement 26% de tirs pris proche du cercle l'année dernière. Donc, on tombe déjà dans un ratio de un tiers, même plus d'un tiers sur sa première année à Milwaukee, à là quasiment un quart, quoi. Donc, il y a une baisse de volume claire. Alors, à quoi c'est dû, je ne peux pas le dire. Il y a sans doute une explication qui est plus recherchée que la simple baisse physique. Enfin, je pense pas que. Je pense que oui, il vieillit, mais quand même, est-ce que on peut aller chercher plus loin? Possiblement. Toujours est-il que là, je pense que si on joue encore une fois par séquence des attaques 5 out, il va falloir qu'il drive plus. Parce que, alors même s'il est bon sur catch and shoot, etc., j'ai confiance en Tatum pour driver, j'ai moins confiance en Brown pour driver, tout simplement parce qu'il ne veut pas le faire. Il sait le faire, mais il ne veut pas le faire. Donc, j'ai moins confiance en lui. Et je pense que Holiday peut apporter ce que justement Brogdon apportait parfois, pas assez, mais il le faisait. Apporter justement ce petit truc dans le drive. Donc j'espère qu'il le fera. On verra l'année prochaine, en tout cas, le niveau d'utilisation. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il compense ça par plus de shoot extérieur avec réussite en saison régulière, comme Vincent l'a dit. Plus de mal en playoff, ce que je n'explique pas non plus. Il prend pas mal de pull-ups, ça Vincent l'a dit également. Et un autre truc intéressant, c'est que, alors il prend moins de tirs proche du cercle, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il il drivait également un peu moins. Donc, il drive plus que sur sa première année à Milwaukee. C'est ça que j'ai du mal à m'expliquer. Il drivait 10 fois en moyenne sur sa première année à Milwaukee, 13 fois la deuxième année, enfin 13 drives en moyenne par match. L'année dernière, 11,8. Donc, en soi, on est dans un entre-deux l'année dernière. Mais donc je pense qu'il drivera quasiment plus l'année prochaine dans cette attaque avec Porzingis, qu'on peut également utiliser, parce que je pense qu'il sera utilisé poste bas comme un hub. Pourquoi pas jouer du give and go là où Jrue est vraiment bon. Il est
je trouve très intéressant sur le Give and Go, le Passeva pour nos amis français qui jouent en départemental. Et voilà, donc je pense qu'en fait, et je rejoins ce que dit Azad. Maintenant qu'on a fait, enfin ce que dit Azad du coup dans le podcast avec Guillaume, comme tu l'as dit tout à l'heure, Johan. Mais maintenant qu'on a fait le move pour Porzingis, je comprends ce trade dans le sens où les deux finalement vont ensemble. Et pour moi, c'est plus, en fait, vu les doutes qu'il y avait autour de Brogdon, de son coude, etc., et des répercussions que ça pourrait avoir sur son shooting, je comprends ce move dans le sens où si on joue en 5-0, il vaut mieux un Holiday qu'un Brogdon pour moi. Et en fin de match, comme on l'a dit, quand on va tomber sur des zones, si on remet le 5 que j'ai cité tout à l'heure, pour moi, il n'y aura pas le même. Encore une fois, il va falloir que Giroud soit meilleur que ce qu'il a fait en playoff ces dernières années, mais il n'y aura pas cette même cible comme il y avait les années précédentes avec Smart. Là, la cible, ce sera peut-être Derrick White qu'il va falloir, dont on espère qu'il confirmera ses progrès au shoot. Mais voilà, je pense qu'en fait, avec Holiday, on ressort peut-être pas meilleur, mais on ressort avec moins d'interrogations, en tout cas moins de cibles potentielles, je trouve. Ok, bon bah merci Hugo. Bah écoute, on va rebondir sur pas mal de choses qui ont pu être dites, notamment tu viens d'en parler à ce moment-là. Il nous reste un point à aborder, c'est celui de la rotation en fait. Comment ça va se passer maintenant que Jrue Holiday est chez nous? On n'en a pas encore parlé, mais cette arrivée de Jrue Holiday, en tout cas, elle a un point négatif, c'est qu'elle a affaibli notre banc. Donc, pour refaire l'historique depuis le début de l'intersaison, on a échangé Smart contre Porzingis. Bon, ça, en termes de profondeur, on va dire que ça n'a pas de réel impact, hein, puisque si je schématise au maximum, on va dire que c'est un gros joueur contre un gros joueur. Après, comme ça a été évoqué depuis le début de cet épisode, on verra ce que ça donne en termes de disponibilité. On a perdu Grant Williams, qui, même s'il ne jouait plus beaucoup en fin de saison, aurait pu rendre de gros services avec notre nouvelle raquette. Et puis, dans le cas du trade pour Jrue Holiday, on envoie 2 joueurs contre un seul. Encore une fois, je schématise, hein, je parle vraiment des joueurs, on va dire, des joueurs sur lesquels on compte beaucoup en play-off ou dans les très gros matchs. Donc, pour rappel, on a eu en retour les signatures ou les arrivées d'Oshé Brissett, d'Alano Banton. Hugo, tu me confirmeras, je ne sais pas si c'est garanti, j'en suis pas sûr. Alors, je me concentre. Svi Mikhailiuk, j'espère que je prononce bien son nom, s'il nous écoute, j'espère qu'il m'en voudra pas si je ne l'ai pas dit correctement. À partir de maintenant, je dirais Svi, hein, voilà, j'ai fait l'effort une fois. On a drafté donc Jordan Walsh et on a signé Lamar Stevens et Wenyen Gabriel, on en parlait, sur des contrats pour le training camp, et donc on n'est pas encore sûr qu'ils fassent partie de l'effectif. J'ai pas mal de questions à propos de notre nouvel effectif. Une première là comme ça, Hugo en a un peu parlé, mais du coup on va quand même se poser la question clairement. Est-ce qu'il y a un 5 qui se dessine pour vous? Parce que on voit passer des choses. Bon, alors, évidemment, quand tu regardes ESPN, ils vont te mettre les 5 meilleurs joueurs possibles sur le terrain, le 5 probable des Celtics, etc. Je suis pas sûr que ce soit aussi évident. Moi, la question que je me pose, je ne sais pas ce que vous en pensez, la question qui me semble essentielle, c'est est-ce qu'on met Al Horford ou est-ce qu'on met Derrick White dans le 5 de départ, sachant que bien évidemment, c'est pas forcément le plus important. Est-ce qu'il y a un 5 qui démarre et un 5 qui finit? Est-ce que ça dépend des match-ups? Parce que voilà, l'inquiétude, elle risque d'être sur le banc. Est-ce que on peut imaginer peut-être, je ne sais pas, là, c'est vraiment moi qui réfléchis à voix haute, est-ce qu'on peut imaginer peut-être un Hauser ou peut-être plus un Lamar Stevens s'il venait à signer un vrai contrat qui puisse être titulaire, histoire d'avoir White et Horford pour sortir du banc, que du coup la rotation soit plus costaud. Voilà, avant d'enchaîner sur les autres questions autour de cet effectif, déjà ce 5, qu'est-ce que vous en pensez? Vincent, tu vois ça comment toi?
Le 5, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, hein. Clairement, on a 6 joueurs de très haut niveau. 6 joueurs de très haut niveau. Donc on a dit Holiday, White, Tatum, Brown, Horford, Porzingis. Le coach, il va pianoter comme il a envie, hein. Il peut jouer un peu plus petit avec un seul pivot et 4 extérieurs. Il peut jouer avec la fameuse too big line-up. Horford, Porzingis, ça peut complètement jouer ensemble à mon avis. On a dit que Porzingis, il allait jouer en drop et tout, mais s'il joue avec Horford peut gérer le pick and roll et on peut demander à Porzingis de remplir le rôle de Robert Williams quand il jouait en roamer là le long de la ligne de fond et c'est de venir en second rideau. Je sais pas s'il a les qualités physiques, je pense qu'il a les qualités physiques pour tenir ce rôle. Franchement, le coach, il a de quoi faire. Il a de quoi faire sur le 5. Est-ce qu'il veut en installer un clairement? Il y aura des absences. Porzingis, il va jouer à tout casser 60 matchs. On a 13 back-to-back, donc ça veut dire 13 matchs où Horford n'est pas là. À minima, il sera pas là 13 matchs. Les Jays, ils ont joué beaucoup l'année dernière et il y a moyen qu'ils jouent des matchs. L'année dernière, White, il fait 82 matchs. Ça reviendra peut-être pas. Donc en fait, souvent, le choix, il va peut-être être guidé par les gens là ou pas là, en fait, tout simplement. Si on considère que tout le monde est là, bah, le 5, bah, ce sera 5 parmi les 6. Et finalement, moi, finalement, j'irais plus, c'est comment les rotations seront organisées dans le match qui m'intéresseront plus. Qui va mener la seconde unité, c'est-à-dire qu'il va y avoir j'imagine 2 titulaires avec la seconde unique, avec 3 mecs du banc, vous voyez, avec Cornet, Hauser et Pritchard par exemple, qui on met avec ces gars-là pour que le 5 fonctionne et nous maintienne plus qu'à flot, même arrive à gagner ces périodes, ces séquences de match. Finalement, le 5, bon, il verra bien, mais je me fais pas trop de soucis. Les mecs, on les connaît. On a dit Holiday, il est nouveau, mais moi, je vois à peu près ce qu'il peut apporter. La vraie question, c'est la greffe Porzingis, en fait. Qu'est-ce qu'il peut nous amener? Est-ce qu'avec Horford, ça peut fonctionner? Ou est-ce que clairement, on va voir que les deux, ça marche pas? Et ben là, clairement, tu te retrouveras avec White titulaire. Ou au contraire, tu te rends compte que Horford, Porzingis, ça marche du feu de Dieu, comme à l'époque avec Robert Williams. Et là, ben, dans ce cas-là, tu joues plus grand et tu mets White en 6e homme et t'es super content parce que White, de toute façon, il cochera les cases qu'on lui demande de cocher. Oui, effectivement, mais c'est vrai que moi, c'était pas. Enfin, je posais pas cette question par rapport à une éventuelle inquiétude, hein. C'est vrai que je pense qu'on est très très bien lotis au niveau de nos 6 meilleurs joueurs. On va en reparler un petit peu plus tard. Hugo, toi, ce 5, encore une fois, c'est pas pour une question de. Enfin, il n'y a pas d'urgence à définir un 5, c'était plus vraiment pour avoir votre avis sur le sujet. Est-ce que ça va dépendre des match-ups? Est-ce que toi, du coup, tu pourrais voir un autre joueur rentrer dans le 5 histoire d'avoir plus de monde sur le banc? Comment tu sens ça, toi? Non, je pense que, comme Vincent, ce sera 5 parmi les 6. Tout en voyant, je pense que si on devait faire une double big line-up, ce que je ne pense pas, enfin, je pense que c'est pas la direction, mais je peux me tromper évidemment. Pour moi, si on faisait ça, Horford serait rapidement remplacé, enfin, au niveau rotation, parce que ça serait trop risqué, en fait, comment dire, de ne pas séparer vraiment les minutes des deux bigs, sachant qu'on a très peu de rotation. Je pense que si on venait à faire ça, Horford serait la première rotation et allez, au bout de peut-être 5 minutes, on changerait, on repasserait sur un autre 5, mais vraiment pour séparer les minutes et peut-être qu'on finirait avec ce 5 de départ avec deux bigs, mais moi c'est pour ça que je vois plus quand même White starter, mais après tout est dans les mains de Mazzulla et de toute façon il a largement de quoi faire avec tout ce qu'on a signé cet été. Ok. Je vais revenir sur une autre question que je me pose et qui part de ce que j'ai entendu dans le podcast de Guillaume encore, hein. Azad disait qu'il n'est pas sûr que notre 5 de cette année, alors bon du coup on n'a pas vraiment réussi à définir le 5 de cette année, mais il disait qu'il n'était pas sûr que notre 5 de cette année soit meilleur que celui de la saison dernière. Et Guillaume avait l'air assez d'accord. Alors, je ne sais pas s'ils ont mis le risque de blessure dans leur équation, hein, mais ça va me permettre en fait, ça va me permettre surtout de faire un petit coucou à Robin, puisque j'en ai parlé avec lui après le trade de Giroud. D'ailleurs,
je me permets, hein, s'il y en a parmi vous qui se demandent pourquoi ils n'entendent plus la assurez-vous, toujours partie de l'équipe du trèfle, dans une période assez chargée, on va dire, dans sa vie personnelle, professionnelle. Et donc voilà, en ce moment, il n'a pas trop le temps, mais voilà, je l'embrasse et on espère qu'il reviendra vite nous voir. Mais du coup, Robin me disait, en gros, il y en a marre de dire oui, mais si les blessures, etc. Bon, lui, il me disait, pour n'importe équipe, d'après lui, pour n'importe quelle équipe qui va au titre, tu as un paramètre chance et le fait de ne pas avoir de blessures dans les moments les plus importants, bah, ça fait partie de cette chance. Alors bon, moi j'aurais tendance à nuancer un petit peu quand même, évidemment, parce que quand on a des joueurs comme Porzingis, comme Horford qui vieillit, etc., je pense qu'on peut se dire que tu as plus de chances d'avoir des blessures. Mais voilà, bon, Porzingis, il a l'historique de blessures qui est le sien. Mais par exemple, je suis tombé là-dessus, il a joué plus de matchs que Giannis la saison dernière. Exemple qui n'a peut-être pas grand-chose à voir, hein, mais je le prends quand même. L'année dernière, Giannis loupe 19 matchs de régulière à cause d'une blessure. Il se reblesse contre le Heat, ce qui apparemment, ou juste avant, je ne sais plus, ce qui apparemment empêche les Bucks de passer le premier tour. Bon, est-ce que du coup, Giannis est injury prone je schématise, hein, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce que je ne sais pas si c'est ce risque de blessure et du coup de potentiellement d'être déstabilisé là-dedans. Moi, ça m'a mis le doute, en fait, d'entendre Guillaume et Azad avoir ce doute hein, sur notre 5. On entend complètement à l'opposé des choses qui disent que notre 6, on va dire, hein, notre 5 de départ plus White ou Hall, c'est le meilleur de la NBA, de loin pour certains. Bon, bref. Vous vous situez comment là-dessus? Enfin, je veux dire, l'arrivée de Giroud, ça nous place comment en termes de concurrence, on va dire, la qualité de l'effectif, enfin la qualité du 5-6, vous la voyez comment, Hugo? Euh, c'est difficile à dire, mais je pense que je comprends le raisonnement en fait dans le sens où je pense qu'on avait plus de certitude l'année dernière. Mais je pense quand même que le plafond de l'effectif de cette année est quand même bien meilleur, je pense que celui de l'année dernière. Après, encore une fois, on a moins de certitude dans le sens où on a zéro vécu collectif déjà. On sait pas comment l'Alchimie va prendre, etc. Et c'est vrai que il peut y avoir des doutes. Maintenant, si encore une fois tout vient à cliquer, je pense que le roster est bien plus redoutable et a un plus gros potentiel que celui de l'année dernière. Maintenant voilà, c'est au coach de travailler et ça va être la vérité. De toute façon, on l'aura sur le terrain et pas ailleurs. Ouais, donc un plancher plus bas et un plafond plus haut, quoi. Vincent, t'es d'accord avec ça? Moi j'ai une réponse, hein. Azad et Guillaume ils comprenaient rien, c'est tout. je me permets de chambrer parce que c'est pas vrai. Oui, mais justement. Franchement, j'en sais rien. J'espère qu'on a un meilleur plafond effectivement. Franchement, la vraie interrogation pour moi l'arrivée de Giroud elle change pas tant de choses que ça, mais c'est la greffe Porzingis. Pour moi depuis que je suis Boston, j'ai pas vu un grand, très fort offensivement, très talentueux offensivement. Il y a eu Horford dans son prime, mais c'était quand même pas le style de jeu. Hein. Ça a rarement dépassé les 12-13 points. C'est vraiment pas l'esprit d'un scoreur intérieur. Là, on a un mec qui peut faire quand même beaucoup de choses. Effectivement, moi qui consomme beaucoup de podcasts, qui lis beaucoup de choses à droite à gauche, j'ai l'impression que le consensus, c'est de pas trop croire en ce move. Et franchement, et d'ailleurs, j'ai même du mal à trouver des gens convaincus par le joueur Porzingis. On est passé de la licorne à ses débuts à, je pense, grosse déception à Dallas. Là, dans une équipe relativement mauvaise, il a performé. On a l'impression qu'il a développé des choses, un jeu post-up, toujours cette capacité à shooter à 3 points, cette année en plus à des hauts pourcentages. Mais en fait, au final, on est un peu on attend, mais en plus on est un peu impatient parce que là c'est long cette intersaison. Et franchement, tant qu'on n'a pas vu ce mec-là dans une équipe compétitive, effectivement tirer vers le haut, apporter une vraie solution, aider Tatum et Brown. C'est-à-dire que là on a Tatum et Brown, on vient les entourer de Jrue Holiday, un des mecs les plus reconnus de la ligue pour être un énorme joueur, voilà, pas forcément game changer, mais un facilitateur pour des stars. Et Porzingis, un intérieur hyper talentueux, c'est-à-dire qu'on a quand même ajouté
du talent en quantité, pas forcément les meilleurs de la ligue, mais on a ajouté des gros joueurs, certainement des meilleurs joueurs que ce qu'on a enlevé. On a enlevé de la quantité. Je pense que les joueurs intrinsèquement seuls, ils sont meilleurs que ceux qu'on a plus. Mais de là, est-ce que ça fait une meilleure équipe? Alors d'ailleurs, c'est très bien qu'on sache pas. C'est la beauté du sport collectif. Hugo, il a dit, gros boulot sur le staff, nouveau staff aussi. Donc, mis à part le coach, tout le reste du staff, il a dû changer à 80%. Donc, super les gars, allez-y, bossez bien et faites-nous rêver. Ouais, donc je pense qu'en fait, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on est dans l'incertitude et que on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, c'est peut-être un peu redondant, mais pour en parler quand même, on va parler de la profondeur. Pour prendre une expression chère à Hugo, disons les termes. Concrètement, derrière ce 6, bon, il y a Peyton Pritchard. Alors, je pense que Hugo voudra en dire un mot. Il y a Sam Hauser. C'est dommage que Titouan soit pas avec nous pour nous vanter ses qualités. Bon, je plaisante, hein, ses qualités, on les connaît, mais du coup, et après, donc, il y a Oshae Brissett, il y a Lamar Stevens, on ne sait pas encore s'il va rester, peut-être. Il y a Luke Cornett, qui, du coup, Hugo, tu parlais tout à l'heure de la faible profondeur de la raquette en particulier, hein, parce que c'est vrai que on a du monde, on a des joueurs qui pourraient être un 8e, un 9e joueur dans une rotation NBA sont au niveau, mais c'est au niveau de, enfin voilà, c'est quand on voit l'intérieur, surtout le poste de pivot où ça peut être beaucoup plus compliqué. On a dit donc que notre 6, on va dire, a le potentiel pour faire peur. Est-ce que notre 8 fait peur, mais dans l'autre sens, parce que voilà, cette profondeur, du coup, est-ce qu'elle risque de poser un problème? Je poserai une question plus précise après, mais juste là, comme ça, derrière ces 6 joueurs-là, vous pensez que c'est inquiétant qu'il y ait, enfin, bon, après, de toute façon, on n'a pas besoin d'avoir des énormes joueurs au 7e, 8e poste, mais voilà, il y a une vraie baisse de niveau à ce niveau-là. Je sais pas qui veut se lancer, du coup. Allez, Vincent, pardon. En saison régulière, j'ai aucun souci. En saison régulière, pour moi, Hauser, il a joué toute l'année dernière. J'ai aucun problème. Et on savait pas. C'est un gros shooter sans s'en douter. Moi, Tito, on me l'avait vendu, donc j'y croyais à fond. Par contre, on avait des gros doutes sur sa défense. Clairement, moi, il m'a convaincu. Je pars en saison régulière. Cornett, 3e pivot, aucun problème. Franchement, Cornett, 3e pivot, j'ai aucun souci en régulière. Le problème, c'est que ça va être compliqué de le faire jouer en playoff, a priori. Et après, on a un pool de Pritchard, Lamar Stevens et Brissett, et Walsh d'ailleurs qu'on a drafté. Et de ce pool-là, faut que si on en a un qui veut bien éclore, qui veut bien se montrer jouable en playoff, c'est-à-dire rentrer ses 3 avec un volume le plus important possible, c'est génial. De toutes les équipes championnes qui vont très loin, souvent on a des mecs qui sortent de nulle part. L'année dernière, les Nuggets, ils vont au titre avec le meilleur joueur du monde, et leur rotation 6, 7 et 8, c'est Jeff Green, Bruce Brown, Christian Brown. Donc Bruce Brown, j'ai aucun souci, je savais que c'était un fort joueur. Jeff Green, ils l'ont un peu ressuscité, et Christian Brown, c'est un rookie. Donc voilà, c'est un mec qui jouait je suis à 18 minutes environ par match dans l'équipe championne. Donc c'est aussi à nous d'inventer ces joueurs-là, de les faire sortir, de les faire éclore. L'année dernière, depuis 2 ans, on avait une profondeur tellement costaud que on a eu finalement peu l'occasion de faire sortir des joueurs, en fait, tout simplement, de les faire beaucoup jouer, de leur donner des responsabilités. Moi, clairement, Hauser au milieu de 3 ou 4 titulaires, j'ai pas peur. Et en plus, c'est un mec qui va apporter de la diversité parce qu'il va shooter en sortie d'écran. C'est un truc que peu de mecs chez nous font. La plupart des mecs, ils aiment la balle, ils aiment avoir la balle. Lui, il la veut juste pour shooter. Donc, je trouve que c'est même très complémentaire. Et moi, à l'époque, quand on avait vu pas mal jouer Pritchard, il m'avait plutôt convaincu. Alors pareil, il y a des limitations physiques qui font que compliqué en playoff, mais pour la saison régulière, il aura des minutes et j'ai pas vraiment de problème avec ça, en fait, tout simplement. Et clairement, il faudra qu'il y ait un mec qui sorte du lot. Lamar Stevens, il joue 60 matchs l'année dernière avec les Cavs. Brissett, moi j'avais discuté avec des fans des Pacers, c'est un joueur qu'ils ont apprécié, qu'ils ont beaucoup apprécié, qui a apporté. C'est un soldat.
Par contre, il faut qu'il rentre ses 3, parce que globalement, si justement on veut jouer en 5-out, faut qu'il y ait des shooters sur le terrain, et si tu as des mecs qui rentrent pas un 3 points, ça peut vite être embêtant. Ouais, Hugo, du coup, je vais te donner la parole sur ce sujet. Bon, peut-être que tu vas nous dire un mot sur Pritchard. C'est vrai que on en avait parlé, hein, si voilà, il est limité par son physique, voilà, bon, s'il y a bien un truc qui peut pas changer, c'est ça. Mais du coup, l'année dernière, à chaque fois qu'il rentrait que ce soit pour des minutes courtes ou bien juste dans des garbage time, il a toujours été là, il a toujours fait le taf. Est-ce que pour toi il peut apporter, et du coup donc derrière ce Pritchard Hauser, qui sont très certainement les deux qui vont être amenés enfin les deux en tout cas, deux parmi ceux qui ont le plus de chances de beaucoup jouer, bien évidemment. Pardon, j'ai pas précisé, mais Vince, tu l'as dit, c'était assez évident. Je parle en playoff, hein, c'est sûr que en régulière, je me fais pas de soucis non plus. Est-ce que tu partages cet avis, Hugo? Si voilà, on va dire que si dans ce groupe derrière, là, il y en a un qui vraiment arrive à se montrer, on est bon? Oui, mais je pense que de toute façon, ils auront tous un moment donné, et Vincent l'a dit tout à l'heure, il y en a qui louperont des matchs, et tout le monde aura sa chance, je pense, dans la saison régulière. Et on sait qu'en NBA, ça va très vite finalement. Il suffit de quelques matchs, on se fait une petite place de rotation, on montre de plus en plus, et au final, on peut se faire une petite place. Et je pense qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup de talent dans ce pool. Tu parlais de Pritchard, mais moi, celui dont je pense que beaucoup dorment un peu sur lui, pour reprendre une expression un peu hipster, mais pour moi, c'est le fameux Zvi Mikhailiuk. Voilà, j'ai fait un peu de prononciation. On dit Mikhailiuk, donc je me permets de faire le hipster prononciation. Eh ben, Mais merci beaucoup pour l'info. de rien, de rien. Non, mais c'est un joueur que j'adore. J'ai toujours adoré. Enfin, je m'en suis jamais caché. Vous pouvez retrouver des tweets assez dithyrambiques sur lui à 3 heures du matin, je pense, si vous cherchez bien. Mais voilà. C'est un joueur que je trouve assez sous-coté dans le sens où c'est un énorme shooter, encore une fois un peu comme Hauser, shooter en sortie d'écran, mais qui est aussi capable, il m'a montré l'année dernière à Charlotte, de pull-up. Je ne pensais pas aussi fort sur le pull-up justement. C'est pas un défenseur si négatif, donc je pense qu'il peut, pourquoi pas, se frayer un chemin et nous surprendre. Après, encore une fois, il va falloir qu'il ait du temps de jeu, et je suis pas sûr que ce soit l'option prioritaire de Mazzulla, en tout cas à l'instant T, mais s'il y a des blessures, etc., notamment de Jays, s'il peut avoir un peu de temps de jeu, mettre quelques tirs, etc., et sur une petite place, pourquoi pas. Après, moi, je suis assez, je pense que je suis plus bas que le consensus à l'heure actuelle sur chez Brissett, dans le sens où j'ai adoré le joueur sur ses premières années, notamment sa première année à Indiana, où on sentait que voilà, pour se faire une place, il fallait qu'il se mette, excusez-moi l'expression, qu'il se mette le cul par terre, quoi, qu'il se jette sur chaque ballon, qu'il tienne les duels en défense, etc. Et il l'a fait de fort belle manière. Par contre, je trouve que niveau impact, c'était vraiment déclinant. Il n'est pas si vieux, il a, je crois, 26 ans, quelque chose comme ça. Donc, il n'est pas vieux, et c'est un 98, ouais, donc voilà, il est encore assez jeune. Mais, euh, mais voilà, il va falloir qu'il rentre ses 3 et surtout qu'il trouve de l'efficacité près du cercle, parce que ses chiffres sont abominables quand on regarde ses stats près du cercle. Et j'espère qu'il arrivera à trouver un petit truc, un petit déclic là-dessus. Sinon, pour revenir à Pritchard, parce que tu m'as lancé sur lui, faut savoir justement que Mikhailiuk a dit que c'était le joueur qui avait le plus impressionné dans les scrimmages depuis le début du training camp, et même dans les entraînements volontaires avant. Donc ça m'a fait assez rire. Encore une fois, la hype créée pendant l'été, c'est toujours assez lunaire, surtout avec Pritchard, donc, qui est un peu coutumier du fait. Mais non, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il a fait des très beaux scrimmages justement avec Team USA aussi cet été. Donc bon, c'est jamais à jeter. On sait que il y a quelques années, il y avait souvent un effet Team USA pour certains joueurs quand ils s'étaient entraînés avec Team USA ou qu'ils avaient fait un tournoi avec Team USA, ils sortaient souvent une bonne saison derrière. Donc il n'y a pas de vérité absolue là-dessus, mais je pense que Pritchard peut, bon, encore une fois, il aura toujours ses limites en défense, mais en tout cas en attaque, c'est un joueur un peu qui marche à la confiance. On l'a vu quand on va en finale NBA, il est bon à partir du moment où on le fait jouer régulièrement. Et quand on le fait jouer régulièrement, il est même excellent cette année en fait. Donc l'année dernière, on l'a pas fait jouer régulièrement. Forcément, il n'a pas été bon.
Mais là, si on lui donne un vrai rôle dans la rotation rapidement, il sera bon. Après, encore une fois, la question pour Pritchard, c'est est-ce qu'on pourra le cacher en playoff? Ça, j'en suis pas sûr. Et oui, c'est sûr que ça risque d'être le problème. Je viens de me rappeler, là, je l'ai vu passer, mais j'avais vu passer une interview de Mazzulla qui disait que ce qui l'intéressait, lui, en ce début de saison, justement, ça allait être les second unit, third unit, et qui disait qu'il y avait des joueurs qui auraient un énorme rôle à jouer là-dedans. Et si je me trompe pas, il a cité Pritchard. Donc effectivement, on verra ce que ça donne. Voilà. Dernière petite question là comme ça sur ces moves en fait. On en a parlé en off et c'est une question je pense qui va intéresser du monde. La question qu'on se posait donc quand on en parlait entre nous, on a vu lors des 2 dernières saisons que l'effectif qu'on avait, qui était un effectif profond, etc., ça ne suffit pas en fait. Est-ce qu'il y avait une obligation pour vous alors bon, obligation, bien sûr, le mot est un peu fort. Hein, il y a très certainement des GM qui n'auraient pas pris ce risque, mais les Jays rentrent dans leur prime. Ça fait 2 ans qu'on passe prêt. Est-ce que ce all-in, en fait, c'était pas un peu, enfin ce all-in, cette façon de dire voilà, on va miser gros sur le move de Porzingis et après sur le move pour Holiday. Est-ce que c'est pas un peu aussi une façon de dire que, enfin, je pense que le message des Celtics il est clair, hein, ils veulent le titre, ils veulent rien d'autre, mais voilà, une équipe avec 8-9 excellents joueurs qui peuvent être alignés en playoff, c'est bien joli, mais ça ne suffit pas. Est-ce que du coup, il vaut pas mieux avoir ce 6, on va dire, élite en dépit de la profondeur du coup? Est-ce que c'était ça qu'il fallait faire pour vous du coup? Est-ce que en gros on montre à Tatum, à Brown que voilà que c'est maintenant qu'on y va et qu'on leur donne tout ce qu'on peut en fait pour les emmener au titre dès maintenant? Moi, je vais pas trop m'étendre sur ce sujet-là parce que dans l'autre podcast que tu as teasé tout à l'heure, on en parle un petit peu vu qu'on est sur de la construction de roster. Savoir si c'est ce qu'il fallait faire, j'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a un GM. Moi, je suis un fan de Brad Stevens. Hein. On a un GM qui a l'air d'avoir une vision. Porzingis est dispo, il a l'air de le vouloir. Il fait le trade, on a l'impression que c'est très tranché. Je le voulais, je suis prêt à sacrifier un de mes joueurs les plus historiques pour ça. J'ai Jrue Holiday qui se libère, qui devient dispo. Le mec a pas réfléchi bien longtemps, j'ai l'impression. Pendant le Mêlée Diadé, il a dit que lui, il voulait Jrue Holiday depuis des années sur son banc, qu'il puisse jouer pour lui. Voilà, c'est un mec qui appuie sur la gâchette, qui est actif. Je trouve que c'est assez passionnant qu'une équipe qui sort de finale, de passer à un match, de refaire les finales l'année après, qui change 40% de son 5, entre guillemets. C'est assez rare. Et moi, je suis curieux. Ça se trouve, on sera très déçus. C'est pas grave. Au moins, il a une idée, il va à fond. On a l'impression qu'il a construit un roster aussi pour la philosophie de son coach. Donc ça me paraît avoir du sens. Moi, tant que les choses ont du sens et que je pense comprendre où il va, et on en a parlé avec le côté Jrue Holiday en défense, ça a bien allé avec Porzingis et tout, sur le papier en tout cas. Ben super. Au moins, ça gagnera peut-être pas. Il y a qu'un gagnant tous les ans, c'est pas grave. Mais si on a une vision et qu'on y va, super. Ok, Hugo, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis totalement d'accord avec Vincent. Je pense que c'est le move. Mais moi, j'irais même plus loin. Je pense que c'est le move à faire. Dans le sens où déjà, là, on est quoi, le 6 octobre. Donc bon, on est encore très loin, ne serait-ce que du début de saison, et encore plus loin de la trade deadline, et encore plus loin des playoffs. Donc, ce que je veux dire, c'est que, pour moi, en fait, actuellement, autant sécuriser 6 joueurs dont on sait qu'ils seront bons en playoffs. Je parle même pas de jouer en playoffs, je pense qu'on a le potentiel de dire qu'ils seront bons en playoffs, même si j'ai mes réserves sur leur forme notamment, que je trouve particulièrement cramé, que j'ai trouvé en tout cas particulièrement cramé l'été dernier. J'espère qu'il a dormi dans un congélo ou quelque chose, parce qu'il va bien falloir, mais sinon
Non, mais vraiment, je pense que c'est la stratégie que j'aurais adoptée. Et c'est un peu la stratégie que j'appelle, moi personnellement, la stratégie Hunger Games, dans le sens où en fait, on sait qu'on a 6 joueurs. Derrière, on va avoir combien 12 du coup? 12 joueurs au training camp. Je crois qu'on a 18 actuellement, même peut-être 19, mais bref. On aura plus de 10 joueurs au training camp qui vont arriver, qui vont se battre. Et seul un ou deux parmi eux gagneront du temps de jeu régulier en saison régulière. Et ce sera à eux de montrer qu'à partir de ce temps de jeu régulier, ils sont capables de faire des perfs en playoff. Donc, c'est la stratégie Hunger Games. Si vraiment ça échoue, on a toujours la trade deadline pour ajuster. Faut pas négliger Stevens là-dessus. D'autant plus qu'on a encore des assets. Et voilà, les playoffs sont encore loin. Je pense que l'effectif va même peut-être encore bouger d'ici les playoffs et même d'ici la deadline. Hein. Donc j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Autant verrouiller ce mec et voir après. Ok. Bon. Bon, ben voilà, on a fait un bon petit tour. Alors d'un épisode spécial arrivée de Jrue Holiday, au final, on s'est bien étendu. Hein. Bon, en même temps, tout était lié. Hein. Ce nouveau roster, ce nouvel effectif avec Jrue à l'intérieur, il fallait bien qu'on en parle. Hugo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Quelque chose à ajouter, à part dire que Globalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit pour toi? Bon, oui, c'est vrai que dans cet épisode, on n'a pas dit que Jaylen Brown était surcoté, donc je pense que ça manque un peu au contenu. Mais pourquoi je lui donne la parole en même temps? Ok, merci Hugo. Et du coup, par contre, pour la conclusion, je sais que Vincent tenait à faire un petit clin d'œil et à nous parler de quelque chose. Donc, je vais te laisser la parole, Vince. Moi, je commence déjà par dire que j'adore Jaylen Brown et je lui donne beaucoup d'amour. Voilà, moi aussi. Et je suis pas tout seul. Et voilà, Hugo, t'es méchant. Si vous n'aimez pas le basket, c'est votre problème. Hein. C'est excellent. Donc ouais, moi je voulais faire un petit bilan finalement de l'intersaison parce que depuis que je suis arrivé sur le podcast, moi j'ai fait quasiment tous les épisodes sur les trades. Alors j'adore ça tombe bien. Suite Smart, le départ de Grant, là celui-là avec l'arrivée de Jrue Holiday. Et à chaque fois je me suis posé une question, c'est est-ce que je suis content? Donc voilà, j'avais pas forcément de réponse. Et là, depuis le trade de Jrue Holiday, je me suis posé la question si en juin, on m'avait proposé cette intersaison sur un plateau en me disant tu vas perdre 4 joueurs Brogdon, les deux Williams et Smart, tu vas récupérer Holiday et Porzingis. Est-ce que tu le fais, est-ce que tu signes ou pas? Ou est-ce que tu préfères garder ton roster de l'année dernière qui passe pas loin des finales NBA? Et j'ai un vrai problème, c'est que j'ai pas vraiment de réponse en fait moi. Donc ça m'embête. Et notre ami Azad, il a écrit un article sur QI Basket qui, je pense, m'a aidé à comprendre pourquoi je suis indécis et pourquoi j'en sais rien, pourquoi je ne sais pas si je suis content, si je l'aurais fait, cette fameuse intersaison. L'article, il s'appelle « Les deux fans qui coexistent en moi ». Déjà, je vous invite à aller le lire, et c'est vraiment super intéressant. Enfin, moi, ça a vraiment résonné en moi, et je pense que sur pas mal de supporters de Boston, ça peut avoir le même effet. Donc, dans cet article, en fait, Azad, il développe le concept qu'il a deux fans en lui. Il a le fan émotionnel qui vibre pour son équipe avec les triples vraiment sur de l'émotion, et celui qui va être dans l'analyse très froide, tactique, statistique, etc. Et franchement, je trouve que cette intersaison de Boston, c'est l'exemple parfait de cette dichotomie en fait en moi. C'est-à-dire d'un côté, j'ai deux très gros joueurs qui arrivent, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils sont plus talentueux que ceux qu'on a perdus. Et de l'autre, on m'a enlevé notamment 3 chouchous, des mecs avec qui, depuis que je suis Boston, moi, il y a Marcus Smart dans le roster. Hein. Pour moi, il faisait partie des meubles. Les deux Williams, moi, j'adorais les deux, que ce soit d'un point de vue personnalité. Time Lord, super surnom pour Robert Williams. Donc voilà, j'ai d'un côté, ce côté, j'ai deux gros joueurs, j'ai envie de les voir jouer, j'ai envie de voir jouer l'équipe. Et d'un autre côté, beaucoup de tristesse d'avoir perdu mes chouchous. Donc je trouve ça assez cool de pouvoir l'exprimer sur le trèfle, parce qu'on a aussi un peu cette opposition, nous, c'est-à-dire qu'on essaye d'analyser assez froidement, on est quand même un bon nombre à avoir une pensée assez analytique du basket, de la NBA, on essaie d'être pertinent à la mesure du possible, mais aussi on reste un podcast de fans, donc de fans d'une équipe avec une attache forte aux joueurs qui passent par notre équipe et qui nous accompagnent pendant ces nuits, donc voilà, je vous invite à aller lire
cet article et vraiment cette intersaison elle est très contrastée et je sais toujours pas si je suis content ou pas et franchement je sais pas si j'aurais fait l'intersaison, j'en sais rien et du coup je trouve ça vraiment vraiment super intéressant. Eh ben, merci beaucoup, Vincent, d'avoir partagé ça avec nous. Moi, je pense que si c'était à refaire, juste que les Clippers prennent Brogdon et comme ça, au moins, on garde Smart et on n'a pas besoin d'Holiday. Enfin, je sais pas, c'est juste c'est juste voilà, c'est un petit rêve comme ça. Bon, eh ben voilà, cet épisode touche à sa fin. Donc, il est temps pour moi de vous remercier déjà si vous nous avez écoutés jusqu'au bout. Donc, à venir très bientôt un nouvel épisode. Encore une fois, je ne spoile pas son contenu, même si Vincent en a parlé un petit peu. Après ça, on se retrouvera très certainement quelques jours avant le début de la saison régulière pour l'épisode classique preview de la saison, hein, essayer de voir un petit peu ce qui va se passer sous tous les angles. D'ici là, il y a la pré-saison qui commence très bientôt. Alors bon, je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, bon, c'est sûr qu'elle nous apportera pas grand-chose parce que la pré-saison, ça veut jamais dire grand-chose. Mais rien que de voir Kristaps Porzingis, Jrue Holiday sur un terrain de basket avec le reste de l'équipe. Enfin voilà, moi, j'en peux plus là. Même si je bosse le lendemain, je vais regarder ces matchs en direct parce que j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose à me mettre sous la dent. Voilà, on terminera là-dessus. Go Celtics, à très bientôt. À bientôt. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.